Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Tout autre chose désormais avec la collapsologie, une nouvelle discipline qui est notamment professée par un homme qui est dans ce studio, Pablo Servigne. Bonjour, vous êtes chercheur, vous avez eu un trajet particulier, vous avez notamment étudié l'éthologie, les fourmis plus particulièrement. Votre livre « Comment tout peut s'effondrer », sorti en 2015, a été un vrai succès, et votre nouvel ouvrage « Une autre fin du monde est possible » est bien parti pour en faire autant. Je vous propose tout d'abord de définir ce qu'est la collapsologie pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore cette discipline. Oui, bonjour Guillaume. En fait, c'est vrai que j'ai un parcours scientifique, mais qui ne mène pas. Je suis agronome et après j'ai fait de l'éthologie. Ça mène pas automatiquement à la fin du monde, effectivement. Mais en 2008, quand je suis sorti du milieu universitaire, après la thèse, je me suis dit, c'était vraiment comme si je sortais de la tour d'ivoire pour aller me confronter au monde. Étudier les fourmis, c'est super, c'est un super métier, la recherche. Mais à un moment, je voulais aller plus loin, et donc je savais décrypter les publications scientifiques. J'ai été voir en climatologie, la biodiversité, la finance, l'énergie, les ressources, les terres rares, etc. Et en fait, avec Raphaël Stevens, ce qu'on a fait, c'est une compilation un best-of des mauvaises nouvelles du siècle, des très mauvaises nouvelles, et comment chaque discipline scientifique abordait la possibilité des effondrements. Alors ça peut être l'effondrement boursier, la finance, ça peut être les effondrements des populations d'oiseaux, d'insectes, des écosystèmes, etc., ou des courants océaniques comme la climatologie. Et donc, tout pris ensemble, c'était ça le but de l'exercice. Ça a mené à un tableau global qui était beaucoup plus catastrophique que chaque discipline, que ce qu'a amené chaque discipline. Et en interconnectant toutes les disciplines, on s'est dit, il y a un truc nouveau là. Et notre démarche, elle était scientifique, on l'a appelée collapsologie. Donc le logos, la raison, comment la raison peut commencer à penser la possibilité qu'il y ait des effondrements globaux. Et déjà, il y en a, il faut préciser, effondrement de quoi ? C'est quoi un effondrement ? Il y en a déjà, il y en a déjà eu par le passé, de la biodiversité, même des populations, il y a même des peuples, des classes sociales, des pays, etc., qui s'effondrent. Et justement, à ce propos, on pense à l'ouvrage de Jared Diamond qui s'appelle Effondrement. Peut-être rappeler en deux mots ce que dit cet ouvrage et ce que vous lui devez, si vous considérez que vous avez une dette intellectuelle vis-à-vis de Jared Diamond. Oui, en quelque sorte. C'est un livre qui est sorti en 2005, je crois. Il a été traduit en 2006. Effondrement, Collapse, de Jared Diamond. Lui aussi, c'est un touche-à-tout. Il est biologiste, géographe, etc. Et il a fait une synthèse où il touche des disciplines qu'il ne maîtrise pas, mais il fait une synthèse. Et on se situe vraiment dans cette lignée qu'on a appelée transdisciplinaire. On fait des liens entre des disciplines, on a une sorte de pensée horizontale. Alors il écrit super bien, il a popularisé immense succès de librairie. Immense, et alors, il explique par exemple pourquoi la civilisation de l'île de Pâques a disparu, notamment. Voilà, les Mayas, les Romains, etc. Et il fait un pas de plus que les archéologues, il est moins timide. Et il dit qu'il y a, même s'il est quand même timide sur ce qui nous arrive maintenant, mais c'est pour ça qu'on a voulu aller plus loin, mais il dit qu'il y a 5 critères, par exemple, qu'on retrouve dans tous les effondrements de civilisation. En gros, toutes les civilisations s'effondrent. Lesquelles ? Tout est mortel. Les 5... Ouh là là, un petit exercice le matin, c'est un peu chaud le matin. Non, mais ce qui est intéressant, par exemple, il y a les guerres de prédation, d'invasion, il y a les catastrophes climatiques, l'environnement, les sécheresses, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le 5e critère, c'est celui que je me souviens le mieux, c'est les mauvaises décisions des élites économiques et politiques quand on arrive près du précipice. Et ils disent c'est le 5e critère, c'est le seul qui est commun à tous les effondrements de civilisation. Comme si les élites qui ne voyaient pas arriver les choses et prennent des mauvaises décisions parce qu'en fait ils sont dans une sorte de bulle de confort. Ils ne voient pas que à la fois l'environnement, les êtres non humains s'effondrent et les humains aussi. Il y a une exploitation des humains et des non humains qui fait qu'à un moment la société s'écroule. Sur des critères internes aux humains, c'est-à-dire des révolutions, Il y a une étude qui a été parue, qui était cofinancée par la NASA, qui avait fait du bruit à l'époque. Tous les journalistes parlaient de la NASA annonce la fin du monde. C'était en fait un modèle mathématique qui s'appelait Andy,
et qui amenait le critère des inégalités. Et il disait une société a beaucoup plus de chances de s'effondrer, une civilisation même, de s'effondrer rapidement et de manière sûre, vraiment brutale, si elle est inégalitaire. Et plus elle est inégalitaire, plus elle va exploiter les humains, donc les classes sociales les plus basses, et les non-humains, c'est-à-dire l'environnement, et aller vers une désertification, une exploitation maximale des ressources. Pablo Servigne, vous avez décidé de quitter l'université. Pourquoi ne pas avoir développé cette collapsologie au sein de l'université? Est-ce que cette décision, justement, de fabriquer votre propre théorie ou de travailler en marge des labos universitaires habituels, était-ce une nécessité, un choix obéissant peut-être à d'autres préoccupations? Non, c'est une bonne question. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on me la pose. Moi, j'ai voulu sortir effectivement du milieu universitaire que je trouvais... déjà, j'étais en sciences, en biologie, en sciences dures, sciences inhumaines, comme je dis, par rapport aux sciences humaines. Non, et je trouvais le rythme de publication beaucoup trop lent, très, très compétitif. J'ai vu en 10 ans la recherche changer. Et j'ai pas voulu rentrer dans ce système de publication en anglais avec des revues payantes. J'ai voulu tout de suite aller au contact de publics différents. Et c'est pour ça que j'ai fait 4 ans d'éducation populaire en Belgique. C'est très courant là-bas. Il y a des associations qui sont payées par l'État, etc. Et on s'est mis tout de suite en 2010 sur la transition, au contact de publics de toute classe sociale. C'était beaucoup un public aussi ouvrier, militant. Et puis j'étais vite invité dans les administrations, les partis politiques, les syndicats, mais même et puis tous les bords politiques. C'est ça qui est intéressant. C'est une question qui touche tout le monde. Et j'ai voulu me confronter au public et directement parler au grand public. Donc c'est pour ça que je suis sorti du milieu universitaire. Ceci dit, la collapsologie peut devenir une discipline officielle, entre guillemets, si des labos de recherche, si des scientifiques, des chercheurs trouvent des budgets et s'emparent de la question. L'étude des fourmis, elle, vous a évidemment appris un certain nombre de choses, peut-être par exemple sur la capacité d'une société à utiliser l'altruisme comme un lien fort. Qu'est-ce que ça donne, par exemple, chez les fourmis, qui a été donc votre premier sujet de recherche, Pablo Servigne? Oui, moi j'ai travaillé sur l'écologie des fourmis. Effectivement, j'étais passionné par les sociétés animales, donc je me suis intéressé un peu à toutes les sociétés animales. J'ai été voir chez les végétaux peu à peu, mais ça c'était en dehors de ma thèse, hein. Chez les végétaux, les champignons, les bactéries, j'ai assemblé une masse de données considérable de publications, mais plusieurs milliers d'articles sur toutes les manières qu'ont les êtres vivants de s'associer, de faire société, de développer des liens mutualistes, de coopération, d'altruisme, d'entraide, d'empathie, etc. C'est incroyable la richesse. Comment coopèrent-elles, les fourmis, par exemple? Alors les fourmis, c'est une société, ce sont des sociétés très soudées qu'on peut comparer à un organisme. On appelle ça un super-organisme où il y a des castes qui se créent, mais faut pas comparer les sociétés de fourmis aux sociétés humaines, mais plutôt aux organismes, au corps humain. Par exemple, les soldats, c'est votre système immunitaire. Il y a les ouvrières, on peut dire, c'est les globules rouges, etc. Et tous les individus sont stériles, en fait, comme nos propres cellules. Si vous prenez une cellule de votre peau, elle se reproduit pas. Vous avez des cellules sexuelles, et ben chez les fourmis, c'est pareil. Il y a la reine qui se reproduit et toutes les autres sont stériles. Donc c'est plutôt un super organisme. Et ça montre que dans l'évolution du vivant, il y a eu un succès incroyable de tous les organismes qui arrivaient à s'entraider. En fait, un des principes de l'évolution qu'on a oublié et que Darwin déjà avait dit, c'est ceux qui survivent, c'est pas forcément les plus forts, mais c'est ceux qui s'entraident le plus. Et les fourmis ont eu un succès écologique considérable parce qu'elles font des sociétés très soudées et qu'elles arrivent à un niveau d'altruisme, de coopération exceptionnel. Lorsque vous étudiez les végétaux, les champignons, lorsque vous tentez donc de comprendre un peu comment tout ceci s'associe, ça veut dire que finalement, vous aboutissez à un tableau du vivant comme s'il s'agissait d'un système, c'est-à-dire comme un monde où finalement l'ensemble de ces données doivent coopérer, et si quelque chose venait à périr ou en tout cas à péricliter, eh bien c'est l'ensemble de ce monde-là qui en souffrirait. Pablo Servigne? Oui, c'est vrai que le lien du coup entre effondrement et altruisme, entraide, coopération est pas évident. Moi c'était une partie de ma vie, l'étude de l'entraide.
L'effondrement est venu plus tard, quand je me suis intéressé aux problèmes du monde, quoi, et quand j'ai interconnecté toutes les crises. Ce qui m'a aidé dans ces recherches sur l'entraide, c'est qu'il y a un autre principe qu'on a du mal à voir, même chez les biologistes, et qui se retrouve dans tout le monde vivant, c'est que plus un milieu est hostile, plus il y a une pénurie, plus le milieu est difficile, plus les organismes s'entraident. Et ça, c'est contre-intuitif. On a l'impression dans notre société qui est très compétitive, individualiste, que en fait, s'il y a une pénurie, on va tous se foutre sur la gueule. Et c'est en partie vrai, mais c'est vrai parce que nous avons développé une culture de l'individualisme, une philosophie, un bain idéologique très individualiste. Pourquoi ? Parce qu'on est très riche, on vit dans un milieu d'abondance. Aujourd'hui, nos sociétés industrielles sont vraiment très très riches et on peut se permettre le luxe de dire à son voisin j'ai pas besoin de toi, je peux m'en sortir tout seul. Mais dans la nature ou quand même chez les humains, quand le milieu est difficile, quand vous prenez les catastrophes naturelles, quand vous prenez un pays qui s'effondre, les populations commencent à s'entraider. C'est une question de vie ou de mort. Si vous ne vous entraidez pas, vous mourrez en premier. C'est un principe de sélection naturelle. Alors, donnez-nous des exemples justement de coopération dans des situations où les sociétés sont soumises ou en tout cas exposées à un péril de mort. Alors, il y a déjà les cas des catastrophes ponctuelles, les tsunamis, attaques terroristes, crash d'avions, incendies, tremblements de terre. Et là, les scientifiques ont bien montré, avec le témoignage des rescapés, que plus on va à l'épicentre des catastrophes, plus il y a des phénomènes d'entraide, d'auto-organisation, d'altruisme, de calme, contrairement aux idées reçues. On s'imagine la panique, chacun pour soi, etc. En fait, non. On s'entraide de manière exceptionnelle, en situation exceptionnelle. Après, le problème, c'est de faire durer ça. Là, je ne vais pas détailler parce qu'il y a beaucoup de leviers, de curseurs, de mécanismes pour faire durer l'entraide. Mais au niveau global, prenez juste la Grèce. Quand vous vous souvenez, il y a une petite dizaine d'années, il y a eu une crise financière, il y a eu vraiment une crise sociale, politique grave. Il y a eu fermeture des hôpitaux, il y a eu beaucoup de choses. Et il y a eu la population a commencé à créer des réseaux d'échange de graines, a commencé à squatter des immeubles pour créer des centres sociaux, des squats en fait, des hôpitaux créés comme ça par la population. Il y a une entraide qui se crée. Alors ça démarre lentement, surtout si on a une culture de l'égoïsme qui est très fort, hein, comme de nos sociétés. C'est pour ça que je dis, c'est pas vraiment les pénuries ou les catastrophes qui seront difficiles, parce que ça, l'être humain, il sait gérer ça depuis des centaines de milliers d'années. C'est notre culture, c'est d'arriver dans les pénuries avec notre culture de l'individualisme. Est-ce que la collapsologie, Pablo Servigne, elle permet de dresser en quelque sorte des règles générales ? Alors, on a vu qu'il y avait des mécanismes qui pouvaient conduire à l'effondrement. On va continuer à les évoquer, mais est-ce qu'il y a aussi des règles pour permettre de faire en sorte que ces effondrements ne soient pas complets ou que par rapport à un péril intense, eh bien, les sociétés puissent se comporter de manière à éviter l'effondrement complet? Là, vous parlez d'effondrement de la cohésion sociale, on va dire. Oui, ou en tout cas une forme de compétition entre les êtres qui conduirait à une catastrophe sociale. Des guerres civiles, un chaos social. Oui. Effectivement, dans notre livre, on fait la liste de tous les mécanismes que les êtres vivants ont développés pour créer et maintenir ces liens d'entraide et de mutualisme. Alors, il y en a tout un tas, on n'aura pas le temps de développer ici, mais ce qui me paraît important, c'est de montrer que c'est maintenant, par anticipation, aujourd'hui, là, il faut créer cette culture de l'entraide, de l'altruisme. Maintenant, ça peut paraître niais, bisounours, etc., de dire ça. Ça l'est pas, en fait. On n'a pas fait un livre tout rose. On peut très bien s'entraider pour massacrer son voisin. Et on peut souder des communautés humaines pour aller faire la guerre. Ça, c'est l'entraide aussi. Un certain nombre d'exemples. Toute l'histoire humaine est remplie de ces exemples. En fait, maintenant, développer par anticipation une culture de l'altruisme, de l'empathie, etc., pour arriver dans les catastrophes beaucoup mieux outillés pour s'entraider. Et c'est ça l'objectif disons le leitmotiv de la transition, de ce qu'on appelle la transition. C'est anticiper, sinon choisir maintenant ce qu'on veut, dire notre destin, plutôt que le subir. Construire une société ou une civilisation fondée, dites-vous, sur l'entraide et la gratitude. Mais c'est ça.
Enfin, si on s'y met pas maintenant, c'est foutu. Mais c'est déjà maintenant, on voit que l'édifice est en train de craquer de partout. Au niveau biodiversité, au niveau finance, la prochaine crise financière va être gravissime selon les experts de la finance, pire qu'il y a 10 ans, alors qu'on n'aura même pas les capacités de s'en remettre. Au niveau politique, regardez les mouvements qui sont en train d'émerger, les gilets jaunes, les marches pour le climat, le mouvement Extinction Rebellion, tout ça, notre édifice se fissure. Si maintenant on n'a pas les capacités de cohésion, si l'ordre social disparaît, si on n'a pas un récit commun, à ce moment-là, ça va vite devenir une catastrophe. La collapsologie avec vous, Pablo Servigne. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Une autre fin du monde est possible. C'est votre dernier ouvrage, 8 heures sur France Culture. Catastrophe naturelle, réchauffement climatique, montée des populismes, la fin du monde serait-elle déjà en marche? C'est votre hypothèse, Pablo Servigne. Vous êtes chercheur, vous êtes ce qu'on appelle collapsologue, autrement dit, vous étudiez l'effondrement, les effondrements même dans un registre très hétérogène, comme on vient de l'entendre. Votre réaction, non pas forcément au biais politique, mais à la situation politique, vous qui êtes écologiste militant, y a-t-il une politique qui vous paraît aujourd'hui préférable? Avez-vous un engagement politique? Est-ce qu'il faudrait que les écologistes se retrouvent dans un engagement politique? Non, moi je me dis pas écologiste, j'ai pas cette étiquette, j'ai pas d'étiquette de parti non plus, et j'ai plutôt une formation, disons ma famille politique, c'est plutôt l'anarchisme. Donc ça fait longtemps que je vote plus, et je suis vraiment plus pour mettre de l'énergie dans les mouvements sociaux, les interstices, la résistance, les luttes, l'inventivité politique. L'anarchisme a produit beaucoup de... Par exemple de théories sur l'autogestion, le fédéralisme, sur comment diminuer les échelles de pouvoir et revenir à une échelle plus humaine de la politique, ce qui me semble assez sain aujourd'hui. Alors notamment, vous réclamez d'un philosophe anarchiste, Kropotkin, difficile à dire. Oui, lui, c'est celui qui a, justement, on en parlait tout à l'heure, qui a étudié l'entraide, qui a écrit un livre, Mutual Aid, qui il y a un siècle, est paru en 1902, et qui a donné le mot à la langue française, entraide. Et il a étudié comment tous les organismes vivants s'entraidaient, et justement, il en a fait un des piliers de la philosophie politique anarchiste. Et les mobilisations qui sont actuellement en cours pour le climat, par exemple, comment les observez-vous, Pablo Servigne? Bien, moi je suis très fier de cette jeunesse, très heureux que la jeunesse se soulève. En fait, ce qu'on dit dans notre livre, c'est que c'est pour les générations présentes, tout ce qui arrive. On parle de l'écologie pour les générations futures depuis 40 ans, mais en fait c'est nous maintenant, c'est là. C'est en train d'avoir lieu, et un possible, je dis possible, effondrement de notre société, fin d'un monde. Vous parliez tout à l'heure de fin du monde, je pense qu'il faut insister, fin d'un monde, c'est important de dire. Notre monde peut s'effondrer, et il est temps d'arriver à penser cela, rationnellement, mais aussi de recréer quelque chose d'autre. Et il n'y a pas que les mouvements climat qui émergent, il y a les gilets jaunes, Extinction Rebellion, je disais tout à l'heure, sur la désobéissance civile par rapport à l'écocide. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'émerger. Mais alors justement, parce qu'on a l'impression quand même que tout cela est très hétérogène, ces mouvements ont tous des objectifs qui sont des objectifs sociaux, sociétaux, politiques. Ils ne vont pas nécessairement dans le même sens, Pablo Servigne. Non, pas du tout, et c'est plutôt heureux. Je veux dire, si vous voyez quelqu'un arriver, on est dans un problème systémique. S'il y a quelqu'un qui arrive en disant « j'ai la solution, j'ai une solution », mais changer de trottoir, c'est dangereux. Enfin, souvent, c'est des gens en costume gris qui arrivent. Non, mais pas du tout. Il faut au contraire une inventivité, un foisonnement politique, social. Il faut des zones de créativité absolue pour arriver à retrouver un horizon nouveau, enfin des horizons nouveaux. Il faut qu'il y ait je les appelle les mauvaises herbes. Quand il y a un trottoir
de béton, les mauvaises herbes, elles poussent aux interstices, elles appellent les forêts de demain. Et les mauvaises herbes, elles amènent du dissensus aussi. Il faut cultiver du dissensus. Alors ça, c'est pour effectivement les solutions pour les problèmes. Est-ce que le fait de consacrer une discipline à ces effondrements, est-ce que là aussi, ça n'est pas réunir des phénomènes assez dissemblables au sein d'une même situation, tout simplement parce que entre la crise climatique, la crise sociale, les problèmes psychologiques des individus, bref, tout ça finalement n'est pas un seul et même phénomène, Pablo Servigne. Non, et c'est ça la difficulté. Vous parlez d'une discipline, la collapsologie. Nous, on a inventé le mot. Au début, c'était pour rire. Je veux dire, pour rire, c'était une proposition comme ça dans l'air. Mais en fait, le mot a été pris. Il est pris au sérieux. Par les journalistes, par des chercheurs. Il y a maintenant des masters en collapsologie, etc. Ça répond à un besoin de penser ce qui arrive. Notre travail systémique, donc de transdisciplinaire, de connexion des disciplines, il est toujours délicat parce que je ne suis pas spécialiste de tout, mais on a besoin de cette pensée horizontale pour arriver à... L'idée, c'est que on n'est plus dans un temps des réformes tranquilles, d'une transition tranquille, d'une décroissance tranquille. La décroissance, c'est un projet politique très intéressant par ailleurs, mais ça parle pas assez des ruptures. Et ce qu'on a voulu amener en biologie, mais en politique, en sociologie, etc., c'est la question des ruptures. Et on est dans des sociétés, dans des systèmes complexes qui paraissent résilients comme ça, mais en fait qui sont soumis à des ruptures brutales. Et ces ruptures peuvent toucher l'ordre social, peuvent toucher l'écosystème, la vie sur Terre. C'est pour ça qu'on peut parler de la fin d'un monde possible, ou de plus la fin de notre espèce humaine, comme certaines trajectoires climatiques le laissent entendre. Donc il y a des effondrements qui ont eu lieu, qui sont en train d'avoir lieu, mais aussi dans la collapsologie, il y a arriver à penser l'avenir, et c'est toujours très délicat, il y a une incertitude radicale. Et alors, justement, vous êtes arrivé avec 2 gros volumes, et vous avez dans ces 2 gros volumes, Pablo Servigne, toute une série d'initiatives en collapsologie en France. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement de ce qui est en train de se faire, qui irrigue les associations, des particuliers qui décident de saisir de ce mot? Il y a beaucoup de choses, en effet. Notre livre « Comment tout peut s'effondrer » est paru en 2015. Et depuis 6 mois, en fait, depuis l'été dernier, la démission de Nicolas Hulot, la sécheresse, enfin la canicule, le rapport spécial du GIEC, etc. Il y a eu, et puis les grands médias de masse qui se sont pris, qui ont pris la question. Vous trouvez qu'il y a eu vraiment... Il y a vraiment eu un déclic l'été dernier. Et depuis, la question, elle est partout. Moi, je rencontre beaucoup de gens, de populations différentes dans toute la France. Et il y a je pense qu'il y a un mouvement qui est large, qui est massif, mais qui n'a pas encore pris conscience de lui-même. Beaucoup de jeunes quittent la ville, lâchent leur métier, veulent pas participer aux grandes écoles, font des études d'ingénieur, ils se disent mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Et donc en fait ils partent faire de la permaculture ou créer un écolieu. Alors c'est souvent collectif. Permaculture, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une manière de concevoir des systèmes sur base des principes du vivant. Ça peut être des systèmes agricoles, mais ça peut Donnez-nous des exemples. Je sais pas, un potager en permaculture où il y a la ferme du Bec et Loing en Normandie, un haut lieu de la permaculture qui produit énormément, qui stocke du carbone dans le sol, qui enrichit la biodiversité, qui arrive à faire aussi bien, sinon mieux, en production que l'agriculture industrielle, mais qui a beaucoup d'avantages en plus. Pardonnez-moi, je vous ai coupé. Quelle est la différence entre la permaculture et l'agriculture bio? Oula, on part sur un autre débat là. L'agriculture bio, c'est un cahier des charges très précis et pas assez radical, je dirais. La permaculture, c'est une manière de concevoir le monde sur les principes du vivant. C'est beaucoup plus large. Et l'agroécologie aussi. Donc, vous avez toutes ces initiatives, des initiatives qui, finalement, visent à quoi, Pablo Servigne? Parce que lorsqu'on entend fin du monde, on pense aussi aux survivalistes, par exemple. Exactement. Alors, dans les villes... Ceux, juste pour expliquer aux auditeurs qui ne connaîtraient pas... Mais bien sûr, quand on se prend toutes ces mauvaises nouvelles dans la figure, toutes ces catastrophes possibles et qui ont lieu, il y a beaucoup de choses qui émergent. La première chose, c'est la peur. Et la peur...
politiquement, c'est délicat. Ça sert à alerter, c'est très efficace, mais quand il s'agit de passer à l'action, c'est limite. Et donc, on a un réflexe qui est totalement normal de se dire, bon, je vais faire des stocks de nourriture, je vais protéger ma famille, etc. Ce qu'on a caricaturé souvent comme le mouvement survivaliste. Et j'ai rencontré beaucoup... Qui existe, mais c'est très intéressant. On a tous un survivaliste en nous, il ne faut pas le cacher. Enfin, c'est normal. Et je pense que d'ailleurs, d'un point de vue rationnel, avoir 15 jours de nourriture en stock chez soi, si jamais il y a des ruptures d'approvisionnement, une grève énorme ou je sais pas, c'est beaucoup plus résilient que d'avoir un jour de nourriture. Ça évite un chaos social énorme, alors que c'est rien. Voilà. Mais en fait, j'ai rencontré ces survivalistes, beaucoup en tout cas, qui ont dépassé ce stade juste de la peur et du repli sur soi. Parce que le repli sur soi, c'est quand même un risque de cette problématique. Et qui sont passés à l'organisation collective. Parce que la question la plus importante, finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait politiquement, collectivement, comment on s'organise pour traiter cette question, pour la penser, pour anticiper, pour diminuer comme dit Yves Cochet, l'ancien ministre, diminuer le nombre de morts. On en est là. On parle de guerre, de maladie, de famine, de migration partout dans le monde. Ça peut nous arriver ici. Tout à l'heure, vous m'avez dit que politiquement, vous ne vous reconnaissiez pas dans un parti et manifestement, vous n'avez pas envie d'en créer un. Ah non, pas du tout, loin de là. Je remarque que certains partis, c'est très intéressant, prennent ces problématiques maintenant à bras-le-corps. Par exemple, Delphine Batho aux Européennes se présente avec Dominique Bourg, avec un programme très semblable à tout ce qu'on dit dans les livres. Il parle d'État résilient, d'effondrement, etc. Donc c'est vraiment là. Mais est-ce que l'appareil politique actuel de démocratie représentative tel qu'on la connaît est capable de prendre ces questions à bras-le-corps? Ça, j'en doute. Et il y a vraiment, on est face à une rupture radicale. Il y a une fissure dans l'ordre des choses, dans la continuité. Maintenant, c'est pour ça que je dis qu'est utopiste celui qui pense que tout peut continuer comme avant. On est en train de vivre des grandes ruptures. Ceux qui sont pragmatiques, réalistes, c'est ceux qui pensent cette rupture. Alors soit on l'anticipe, on la choisit. Et ça, c'est une énorme question. Comment on fait pour tout repenser? C'est ce que les jeunes dans la rue essayent de faire. C'est ce que les gilets jaunes essayent de faire. C'est ce que tous ces mouvements de foisonnement. Soit on l'a subi. Et si on veut continuer comme avant, à extraire des énergies fossiles, à les cramer, on va droit dans le mur. Et donc, y a un côté, si on continue, on va droit dans le mur. Mais si on fait un virage radical, une transition radicale, si on laisse les énergies fossiles dans les sous-sols, parce qu'il le faudrait pour le climat, mais c'est la fin de notre monde, du monde industriel. C'est fini la croissance, c'est fini les bagnoles à tout va, c'est fini notre monde. De toute façon, notre monde est bientôt fini, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que ça veut dire que s'il fallait prendre un fil premier à la collapsologie, on pourrait évoquer Pablo Servigne, l'utilisation des énergies fossiles et notamment le pétrole? Mais c'est un des angles, oui, bien sûr. La question, regardez les mouvements qui naissent. Il y a les mouvements climat. La question climatique, elle est majeure. C'est l'action du pot d'échappement. Si on prend la métaphore de la voiture, de notre civilisation, c'est une voiture. Et les gilets jaunes, c'est quoi? C'est la question des inégalités sociales, de l'injustice et de l'énergie aussi. De l'énergie. C'est la question du réservoir d'essence et de la place du conducteur en quelque sorte. Et puis il y a Extinction Rebellion, le mouvement sur de désobéissance civile qui est né en Angleterre il y a 6 mois, qui est né en France maintenant. C'est la question de la biodiversité et de l'écocide. Mais tout ça est lié. Il y a la question de la finance aussi. Donc on arrive à un... Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça, c'est un message important. On a l'impression qu'on est dans une crise. Et le mot crise est trompeur parce que ça laisse penser qu'on peut revenir en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. La trajectoire climatique, elle est irréversible. Elle est partie, on va vers l'inconnu. Les espèces disparaissent, elles ne peuvent pas revenir. Voilà. Et peut-être qu'au niveau financier, il y aura des ruptures qui feront qu'on n'arrivera jamais à retrouver, dans les années qui viennent, notre niveau de vie ou ce qu'on voudrait maintenir aujourd'hui. Donc il faut anticiper ces ruptures. Tout à l'heure, vous parliez de mouvements partout en France. Il y a par exemple, il y a des cafés collapses qui se créent dans les villes. Il y a des gens, ils ont besoin de parler, d'écouter aussi, d'arriver à dépasser ses peurs.
parce qu'il y a de la tristesse, il y a de la colère, tout ça est en train de bouillonner. On est dans une cocotte minute en ce moment. Mais c'est un Et peu paradoxal parce que, a priori, si on était aussi certain de l'imminence de la fin des temps, il y a des représentations comme ça, et dans des livres plus ou moins sérieux. Je pense chez Tintin, par exemple, il y a une évocation de la fin du monde. On devrait abandonner toute activité réelle et passer son temps à prendre du bon temps avant la fin du monde. Ne plus faire d'enfants, par exemple. Est-ce que la question de votre descendance est une question sérieuse pour vous? c'est une question sérieuse. Moi, j'ai pas la réponse. Ça dépend de chacun. Moi, j'ai fait 2 enfants parce que je pense que la question des mauvaises nouvelles et d'un possible effondrement ne ferme pas l'horizon. Il faut Pourquoi? pas. Eh ben parce qu'il y a toujours un élan de vie, il y a toujours quelque chose, il y a une possibilité de créer quelque chose. Le risque, il y a beaucoup d'écueils et de risques dans cette question d'effondrement, hein. Le risque, on l'a dit tout à l'heure, du repli sur soi. Le principal risque, c'est de fermer l'horizon, de dire tout est foutu. Ça, c'est extrêmement toxique. On ne peut pas dire ça. Mais même pendant les grands conflits majeurs, même en plein milieu d'une guerre, il y a toujours une lueur d'espoir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas attendre l'espoir. Souvent, on dit que j'ai un discours catastrophiste ou pessimiste. Pas du tout, je ne suis pas pessimiste. J'essaie d'être lucide, réaliste. Et l'espoir, en fait, il vient après le passage à l'action. En fait, on a d'abord besoin de courage pour se mettre en action. Puis, quand on se met en action collectivement, l'espoir vient. Et, et voilà, je sais plus, j'ai perdu le fil. Et lorsque, alors cet espoir, il vient, mais précisément, il vient parce que vous considérez qu'on n'est pas au stade ultime de l'effondrement, c'est-à-dire qu'il y a encore des moyens de s'en sortir. Lorsque vous racontez ou lorsque vous essayez de représenter l'histoire de l'effondrement, Pablo Servigne, où en sommes-nous exactement dans ce processus? C'est une question piège, mais c'est une question que les historiens ou les archéologues du futur pourront déterminer. Et encore, je pense qu'ils se battront à coups de doctorat, de thèse et d'articles scientifiques pour savoir quand est-ce que ça a commencé, où on en est. On ne peut pas savoir si on est actuellement dans un effondrement. On sait qu'il y en a, il y a des effondrements partiels, mais alors l'effondrement, c'est à la fois des faits, mais c'est aussi un récit. C'est aussi une manière de raconter le futur qui permet un recadrage massif. C'est-à-dire, on n'est plus dans des réformes pour un petit peu changer, un petit peu faire une petite transition et retrouver quand même maintenir notre niveau. C'est pas du tout ça, maintenir notre niveau de vie. On est dans quelque chose de brutal, de massif. Notre monde peut s'arrêter et comment dire, et on est d'autant... Les ruptures sont d'autant plus prévisibles qu'on est dans un système politique et social et technique verrouillé. Il y a un verrouillage extrêmement dur de financier, juridique, social, politique, économique, etc. On voit actuellement politiquement une oligarchie qui a pris les rênes et qui verrouille tout au niveau politique, économique. Comment du coup, la population a un sentiment d'impuissance Mais alors qui pourtant, s'exprime. ce que vous désignez comme une oligarchie prétend, alors peut-être que ça n'est pas ce que vous reconnaissez en elle, mais prétend se saisir de la question du réchauffement climatique, mais à l'agenda en tout cas, un certain nombre de questions écologiques. Vous ne les croyez pas? Mais non, pas du tout. La question de l'affaire du siècle, justement, avec la pétition de 2 millions de personnes pour attaquer l'État en justice. Bon, je pense que c'est typiquement français, parce que les Français attendent beaucoup de l'État. Et c'est pour ça que cette action était intéressante, parce que les masques tombent. On voit que les gouvernements ont abdiqué sur cette question. Et s'ils ont la volonté, ils ont perdu les leviers, ils les ont vendus, les leviers, à des entreprises, à des oligarques. Il y a une perte de puissance des États par rapport, ici en interne, mais même par rapport à l'Europe. Enfin, bref. Et donc, notre affaire à tous et cette pétition et les marches climat, d'ailleurs, qui ont sorti un manifeste très bien écrit, là, qui est en vente partout, comment nous allons sauver le monde, manifeste pour une justice climatique, explique très bien les choses. Je ne crois pas du tout actuellement que le gouvernement tel qu'il est ou les multinationales, malgré les annonces, les effets d'annonce, peuvent radicalement changer les choses. Parce que vraiment, la question, elle est radicale au sens de prendre le problème à la racine. On est dans un verrouillage. Par exemple, un exemple de verrouillage, on a besoin de croissance pour avoir une économie saine,
Et donc, pour faire une transition énergétique avec des renouvelables, etc., majeure, on a besoin de croissance. C'est fou. Et un autre exemple, si on respecte la limite de plus de degrés climatiques, j'avais vu ces chiffres, dans les années qui viennent, les entreprises pétrolières perdent 40 à 60% de leurs actifs. C'est un effondrement financier. Si on laisse les énergies fossiles dans les sous-sols, si on décide, les majors de pétrole s'effondrent, toute notre civilisation s'effondre. Donc on est dépendant de ces banques, de tout ce qu'on ne veut pas. En fait, on doit se tirer une balle dans le pied pour survivre. Mais alors, justement, lorsqu'on est collapsologue comme vous, Pablo Servigne, lorsqu'on étudie l'effondrement, est-ce qu'on ne se dit pas, conformément d'ailleurs à certaines traditions écologistes, par exemple à l'hypothèse Gaïa, le fait que la Terre est un système, qu'après tout, si ce système est promis à l'effondrement, eh bien, on n'a pas à lutter contre, qu'il y a une forme de fatalisme, qui rejoint d'ailleurs certains mouvements religieux, parce que lorsque je vous entends dire qu'il y a une fin du monde, on pense au millénarisme. Alors, il y a eu énormément de familles de pensée millénaristes, mais en tout cas, c'est finalement très vieux, l'idée de croire en la fin du monde. Bien sûr, c'est un des écueils aussi, un des risques de cette pensée. Je pense qu'il faut la prendre au sérieux, ce risque, et essayer de l'éviter. Il y a un risque aussi totalitaire. Si jamais c'est trop le chaos social, les gens vont vouloir mettre au pouvoir un leader maximo, quelqu'un qui va remettre de l'ordre, la figure du père. Et en fait, il y a des penseurs qui ont montré que justement le retour des autoritarismes, comme on le voit actuellement dans beaucoup de pays, au Brésil, aux États-Unis, en Hongrie, etc., est un des stades de l'effondrement, qui précipite en fait le chaos politique et social. On pourrait voir les choses comme ça aussi. Donc nous, on invite à penser, à mettre justement des nuances de gris dans cette notion d'effondrement, et pas à penser simplement comme juste une blague d'apocalypse maya ou un film hollywoodien. Mais alors justement, si vous pensez que ce risque est réel, Pablo Servigne, pourquoi ne pas essayer d'articuler une réponse politique, encore une fois? Et bon, l'hypothèse anarchiste, elle peut fonctionner à l'échelle locale avec des initiatives. On a vu beaucoup d'initiatives, certaines étaient très réussies. On voit en fait comment des citoyens peuvent se saisir d'initiatives agricoles ou d'initiatives culturelles. Mais si on veut articuler ça à une échelle supérieure, il faudrait pouvoir le faire dans un parti, par exemple, non ? Peut-être, mais là je laisse cette question à d'autres personnes beaucoup plus compétentes. C'est pas ma sensibilité. Par exemple, je parlais de Delphine Batho avec son parti de l'écologie intégrale. Il y en a d'autres qui vont essayer. Alors, je ne sais pas si ça va réussir. En tout cas, ils vont porter ces idées. Je suis ça de près. Moi, je préfère redonner à petite échelle, mettre de l'énergie et du temps pour redonner de la puissance aux gens, et l'échelle municipale me semble très intéressante. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle municipale, par exemple ? Mais on a accès à nos élus, on peut les interpeller, on peut même se faire élire conseiller municipal, on peut changer sa vie de quartier, on peut déjà œuvrer très vite et assez facilement finalement vers une transition écologique. Il y a l'exemple du maire Pierre Leroy de Puy-Saint-André dans le Briançonnais, qui a fait des choses extraordinaires. C'est un des chapitres d'un livre chez Actes Sud, Ces maires qui changent le monde ou quelque chose comme ça. En fait, on peut retrouver un levier de puissance d'action assez rapidement et de plaisir, de joie, de retrouver le collectif. Et ça redonne espoir, et ça peut permettre des petits pas, peut permettre d'aller vers une plus grande organisation et à plus grande échelle. Mais taper directement dans la grande échelle, au plus haut de l'État ou de l'Europe, etc. Personnellement, mais ça implique moi, mais j'y crois pas trop. Je mettrai pas beaucoup d'énergie là-dedans. Et les arbitrages collectifs, justement, vous parlez d'énergie, lorsque vous parlez de l'épuisement des énergies fossiles et de tous les dégâts que causent ces énergies, lorsqu'il faut faire des choix, par exemple, pour d'autres systèmes énergétiques, comment voyez-vous les choses, Pablo Servigne ? Là aussi, ce sont des choix qui doivent être pris à l'échelle collective. Oui. Oui, par exemple le chemin de fer qui dépasse la question des communes, voire des départements. Il y a absolument des choix d'arbitrage à faire au niveau à plus grande échelle. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre la question de l'État et des plus grandes échelles à bras-le-corps. C'est juste ma sensibilité. En fait, j'étais...
ce que j'ai découvert durant ces années de recherche sur la transition, cette transition écologique, on peut l'appeler comme on veut, c'est qu'il faut à la fois une puissance qui vienne du bas, c'est-à-dire un récit commun, que les gens y croient, ou alors qu'ils aient faim, qu'ils se prennent une catastrophe dans la figure, qui est nécessité fait loi, et il y a un mouvement, comme disent les Anglais, bottom-up, très puissant. Mais si on n'a que ça suffit pas. Il faut aussi des mesures qui viennent d'en haut. Alors après, ça dépend du niveau de hauteur, je dirais, de l'édifice. Mais il faut qu'il y ait des mesures intelligentes, au moins pas de frein de la part des autorités sur ces mouvements qui viennent du bas. Et en fait, c'est la convergence des deux, du top-down, du bottom-up, qui fait la puissance, la rapidité, la facilité de la transition. Et aujourd'hui, ici, on n'a ni la puissance du bas, c'est très lent, et on n'a pas faim, on ne se prend pas des catastrophes dans la figure ici en France ou en Europe, et on n'a pas un pouvoir politique qui a une ligne claire et qui agit de manière cohérente. Donc c'est tout ça pour dire qu'on a actuellement, je pense, un grand mouvement en France. On n'est pas les seuls à penser cette question. Moi, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de collapsologues, il y a beaucoup de penseurs actuellement sur la question, dans les universités et hors des universités. Notre dernier livre, Une autre fin du monde est possible, aborde la question de comment vivre avec ça, une question très psychologique, émotionnelle, artistique, voire spirituelle. Maintenant, on ouvre le grand chantier. Le grand chantier, il est politique. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas encore répondu à cette question, c'est un champ de recherche. Et pour ça, on va créer une revue qui s'appelle Yggdrasil, 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 du nom de l'arbre-monde en mythologie nordique, pour justement, moi, me mettre un peu en retrait médiatique et sur les conférences. Et donc vous allez revenir avec un parti politique ? Sûrement pas. Non, mais pour penser... Vous savez, les hommes politiques font souvent ça. Je vais me mettre en retrait, ça dure 15 jours. Ils reviennent avec un parti politique. Là, on a besoin de retrouver, de reproduire de la pensée et aussi de faire du sens et faire des liens. Et pour faire du sens et des liens, voilà, je pense que le magazine, c'est un trimestriel. On a lancé le crowdfunding sur KissKiss hier. Je pense que c'est nécessaire. On va s'autodétruire. D'ailleurs, il dure 3 ans. C'est le dernier magazine avant la fin du monde. Et au bout de 12 numéros, on verra ce qu'on fait, on réfléchira. Et s'il y a des bénéfices, seront redistribués à l'écosystème Collapso. Merci Pablo.